Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vous avais promis il y a certain temps. On va enfin réaliser le Ghetto Rider version 2.0. Donc après la version 1 que j'avais fait l'année dernière pendant le premier confinement, et bien maintenant on attaque la version 2. Et donc résumons rapidement les caractéristiques principales. On aura tout d'abord 50 volts de batterie, on aura 2 moteurs au lieu d'un. On aura un VESC 6.0 parce qu'on utilise beaucoup trop de voltage pour les petits VESC que j'avais avant. On aura bien évidemment des néons parce que s'il n'y a pas de néons c'est pas pimp. Et on aura le fameux bouton Pimp Mode qui va faire sortir des spoilers sur les côtés pour faire genre petit aileron de voiture de course à être bien cliqué, vous allez kiffer ça. Et enfin on va utiliser non pas un châssis en acier mais un châssis entièrement en aluminium soudé au TIG. Et pour tous les gens qui me demandent dans la description de leur envoyer les plans de mes projets pour qu'ils puissent les refaire, eh bien j'ai pris la peine de vous faire un petit schéma très précis de la trottinette. Donc c'est exactement à ça qu'elle va ressembler avec les dimensions exactes qui sont affichées ici. C'est gentil hein. Mais avant de commencer, je tenais à vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui n'est rien d'autre que Raid Shadow Legends. Alors je pense que vous connaissez déjà, mais personnellement j'ai commencé à y jouer seulement il y a 2 semaines et pourtant j'ai déjà accroché aux mécaniques du jeu, à l'histoire, au système de collection de champions. C'est vrai qu'il y en a vraiment pas mal, ils s'en vantent, mais il y en a plus de 500 dans la dernière mise à jour. Je vais vous présenter mon petit préféré que j'ai pris dès le début. Oh yeah! Entre les elfes aux boobs chargés, les orques, les nains, les chevaliers, les barbares. Il y a plein de catégories avec plein de personnages, vous trouverez forcément votre champion préféré. Bon après j'avoue, il y a des persos qui sont un petit peu plus difficiles à accepter, comme lui par exemple, il essaye de se faire remarquer, il est gentil comme tout. Mais tu sers à rien. Mais tu veux quoi? Non, je te prendrai pas comme stagiaire, dehors. En plus il paraît que c'est la plus grande communauté de jeux mobiles, et perso je veux bien y croire. Alors au niveau de la trame, vous allez suivre l'histoire d'un royaume qui est menacé par une entité mystérieuse qu'on appelle The Shadow. L'ombre pour ceux qui parlent pas anglais, c'est un peu moins stylé. Et l'objectif est d'en apprendre plus en fraguant plein de boss bien pimpés avec les champions que vous avez choisis et que vous améliorerez au fur et à mesure des batailles. Il y a bien évidemment du multijoueur avec plusieurs modes, vous pouvez bâtir une team et affronter d'autres teams dans des arènes en 4v4 ou alors affronter des boss de clan permettant d'obtenir d'énormes récompenses. Bon par contre j'avoue les boss de clan je me suis un peu fait éclater, du coup le jour où je monte un clan, quand j'aurai les ressources nécessaires, il faut que je tryhard encore un peu, et ben je vous tiens au courant et comme ça vous rejoindrez mon clan et on pourra se faire éclater à plusieurs, ça sera un petit peu plus rigolo. Là pour exemple je frag un petit Dradra dans un donjon. Alors le jeu je le rappelle il est basé sur la stratégie. Donc je n'en connais encore que peu, mais typiquement c'est basé sur différents builds pour différents boss, en fonction notamment de leurs faiblesses, un peu comme au pierre-feuille-ciseaux quoi. Il y a des persos qui vont bien ensemble pour la régène, d'autres non, etc. Allez bim, mort. D'ailleurs récemment Raid a publié sa plus grosse mise à jour avec notamment la tour de malheur, une tour de 120 étages avec 12 gros boss à affronter avec beaucoup de challenges, c'est bien rigolo. Donc je dirais que c'est le meilleur moment pour commencer le jeu parce qu'il y a des tonnes de contenu. Tout ça pour dire que si vous téléchargez le jeu en passant par le lien qui est juste en haut dans la description ou alors en scannant le QR code qui est juste ici à l'écran, et bien vous démarrerez le jeu dans de très bonnes conditions, croyez-moi, en obtenant 50 000 pièces d'argent, 50 gemmes, une recharge d'énergie, une clé de boss de clan, 5 éclats mystérieux, un XP booster et un champion gratuit qui est Shaman et qui vous permettra d'avoir une grosse longueur d'avance dans le jeu. Le tout sans avoir à payer quoi que ce soit parce que je le rappelle c'est un jeu qui est de base totalement gratuit et vous trouverez vos récompenses dans le coffre en haut à droite juste ici. Mais par contre cette offre n'est valable que dans les 30 prochains jours et pour les nouveaux joueurs alors foncez! Alors tout d'abord le matériel, alors je vais aller étape par étape. Tout d'abord on va s'attaquer à la partie châssis, donc on va faire tout le châssis et ensuite on va passer à la partie élec. Donc là déjà je vais vous présenter le matériel qu'on aura besoin, donc la ferraille, mais pour une fois vous voyez c'est pas de la ferraille, c'est pas de l'acier. J'ai voulu changer un peu, j'ai voulu faire quelque chose de moderne, de plus classique. Alors évidemment l'aluminium c'est légèrement plus cher que l'acier, même le double du prix je pense, mais en termes de qualité et de modernité, de légèreté tout ça, franchement c'est rentable et c'est pour ça que je vais en utiliser de plus en plus dans mes projets. J'ai pris ça chez notre cher ami Acier Détail Découpe et donc voilà j'ai pris des tonnes de profilés, donc des tubes de tous les diamètres, j'ai pris des méplats, j'ai pris des plaques pour faire la partie au-dessus et en dessous, vous verrez tout ça plus tard. Et autre chose importante qui concerne le châssis, c'est ces deux morceaux découpés laser, donc ça évidemment c'est du John Steel. Vous voyez c'est des formes un petit peu complexes, c'est chiant et long à obtenir à la main et surtout si vous voulez une belle qualité de découpe, une belle finition
finition, eh bien je vous encourage à utiliser leur service parce que tout simplement ça fait des jolis objets et ça permet de rajouter de la qualité à vos projets. Vous voyez ça sera mes supports de suspension qui sont en aluminium de 5 mm. Et autre petit détail, j'ai ce bon gros moteur, donc c'est le 125 cm3, ça va pas servir pour la pimpounette électrique, je vous rassure, mais c'est juste pour vous spoiler le prochain gros projet de la chaîne. Je vous ai promis depuis longtemps le fameux buggy cart et un truc dans ce genre là. Et j'ai enfin trouvé, enfin je sais exactement ce que je vais faire. Je vais utiliser ce moteur auquel je vais acheter un superchargeur et sûrement un kit d'injection. Ça coûte 500 balles, c'est la peau du cul, mais c'est pas grave, on va bien s'amuser. Et je vous promets un projet à 4 roues avec des suspeux de pimp et des perfs de pimp. Et normalement cet été je fabrique mon nouvel atelier et j'attaque directement la construction du fameux véhicule. Écoutez, ma torche elle n'est pas refroidie à l'eau, hein. Alors pour la refroidir, on met une éponge avec de l'eau et traitement thermique. Voilà un début de la base du châssis. Donc vous voyez ici on a la structure latérale du châssis et ici la plaque qui va venir le consolider par en dessous. Et maintenant on va utiliser ce petit assaut en aluminium de 6 mm d'épais sur 10 mm qu'on va venir souder à différents endroits. Donc on va le souder solidement et on va percer des trous qu'on va tarauder et ça va accueillir donc des vis pour venir accueillir la partie au-dessus qui elle va être vissée et non soudée parce que sinon c'est plus démontable. Et donc voilà le schéma approximatif de mes petits assauts, de l'installation de mes petits assauts. Et donc on va faire ça là maintenant. Ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai pointé ces petits assauts par au-dessus parce que c'est plus facile. Vous voyez, j'ai fait un petit biseau parce que c'est assez épais et ma torche ne supporte pas plus de 100 ampères. Et le truc c'est que mes câbles non plus. En fait rien ici, ni même mon électrode ne supporte plus de 100 ampères. Et le truc c'est que normalement pour souder cette épaisseur là d'aluminium, il faudrait que je mette plutôt 130 ampères, ce que je ne peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chalumeau, je vais préchauffer parce que ça va être plus simple ensuite, il y aura une meilleure pénétration et je vais tiguer ça en place. Donc vous voyez, j'ai attaché la pince à staline pour me faire une espèce d'angle pour que ce soit plus pratique de rentrer par en dessous et de taper le cordon. Et puis voilà, donc je vais faire le préchauffage et je vais souder. Alors ça c'est une technique ghetto, hein. Par contre les soudeurs vont m'insulter, c'est sûr. Donc là on va s'attaquer à la direction. Alors pour ça on va faire le guidon en utilisant un gros tube d'aluminium. Donc vous voyez la section est épaisse, mais on va venir en couper un morceau, puis on va l'usiner, on va l'alaiser à l'intérieur et mettre des roulements à billes. Donc c'est fait exprès. Alors des montages ghetto j'en fais, mais alors celui-là il va vraiment déclencher la guerre dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à rager, je suis psychologiquement prêt. Petit centrage au freestylomètre.
Alors voici ce que donne la direction, donc vous voyez ça donne un tube tout plein de schrap pour plus de sensations, mais outre ça on a ici deux alaisages, donc un plus large que l'autre, parce que tout simplement il y en a un qui va accueillir en fait un roulement qui n'est pas un roulement classique, c'est un roulement conique. Alors pourquoi j'ai pris un roulement conique? Tout simplement parce que les roulements coniques, ils assument aussi une force axiale. Ouais, c'est ça. Ils assument une force axiale, c'est-à-dire que si j'appuie dessus comme ça, ici, là, comme ça, eh bien, il va accepter ce genre d'effort. Alors que si j'avais mis seulement un roulement comme ça, eh bien, si on met trop d'effort, par exemple, on saute une bordure avec la trottinette, la roue avant va s'enfoncer comme ça et ça va faire sauter les billes de l'autre côté, enfin ça va bousiller le truc tout simplement, ça va l'user prématurément. Donc c'est pour ça que du côté où il n'y a pas d'effort qui s'exerce, on a un roulement à billes classique avec une tolérance H7 au pifomètre, et de l'autre côté, là où il y aura toute la masse de la trottinette qui va s'exercer, eh bien on aura tout simplement un roulement conique. Alors j'ai mis plein de schrap sur ce roulement, je me déteste actuellement, mais voilà ce que ça va donner. On va l'enfoncer un petit peu et bah voilà. Tige filetée M20. Axe de la direction, future fourche. Ah mais je reconnais, c'est un H7 ça encore. Yeah boy, ça c'est un magnifique système de direction. Donc la roue avant 1000 watts comme celle de l'arrière, j'ai pris exactement le même modèle. C'est un peu cher, hein, il y en a pour 200 balles. Mais enfin pas 200 balles, 150 balles plutôt. Mais bon, c'est du 1000 watts, c'est une petite roue qui est extrêmement puissante. Et sinon, changement par rapport au Ghetto Rider version 1, c'est que ici vous voyez j'ai mis des ressorts, donc j'ai mis des suspes. Pareil, je vous mets les liens dans la description. Je sais honnêtement, je sais absolument pas ce qu'ils valent. La raideur des ressorts m'a l'air à peu près convenable, mais je vous réserve la surprise et je me réserve la surprise de la même façon à la fin de la vidéo. Lorsqu'on va faire les tests, parce que ma pimpounette d'avant en fait à haute vitesse, dès qu'on passait les 30 km/h, ça commençait à guidonner beaucoup et plus on va vite, plus c'est dangereux, et en plus si ça guidonne, c'est vraiment pas un bon plan. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre des suspes à l'avant. Donc celles-là elles sont cheap. Si vous avez un projet, je vous conseille d'utiliser des suspes à l'avant, donc pas forcément les mêmes que moi, mais mettez des suspensions pour limiter un petit peu ce phénomène de guidonnage qui rend la chose très dangereuse. Le Ghetto Rider version 1, malheureusement il a fini disséqué comme la plupart de mes projets, mais vous inquiétez pas, tel le phénix il renaît de ses cendres pour se transformer en quelque chose de mieux. Donc là l'étape d'après c'est de relier la partie avant de la direction au cadre. Donc pour ça on va utiliser pareil des tubes et des profilés d'aluminium. On va faire une forme sympathique assez agressive, et pour ce faire la chose la plus importante c'est l'angle d'inclinaison de la fourche qu'il faudra respecter. Donc étant donné que c'est une trottinette, cet angle va être très large, va être proche de 90 degrés. Malheureusement c'est très peu stable, c'est vraiment pas adapté pour la vitesse ce genre d'angle et pour les lignes droites, mais bref, au moins la direction sera vive on va dire. Et donc pour ça eh bien j'ai déjà prédécoupé cet angle là que j'ai reporté d'après une autre trottinette, et pour ça je vais caler ça à peu près comme ceci. Donc je vais plaquer mon carton contre la partie avant et le bâti à peu près à la distance que je veux qu'elle soit, donc à peu près comme ça. Je vais marquer un petit trait à l'arrache là, un trait à l'arrache là, là, et on va dire allez là. Ok, ça va le faire. Et maintenant eh bien bon, on peut tracer une forme approximative. C'est très ghetto ce que je suis en train de faire. Ouais bon, ça va le faire. C'est toujours plus ghetto sur le papier que dans la réalité, vous inquiétez pas, ça m'arrive tout le temps.
Je vais vous donner quelques explications sur le châssis parce que j'y ai pas mal réfléchi avant de l'attaquer. Tout d'abord, vous voyez cette jolie structure ici. Déjà, j'ai un peu galéré à la faire parce que vous imaginez bien que cette forme doit être parfaitement perpendiculaire au plateau. Et donc ça, c'était un peu compliqué à faire. Et surtout, l'aluminium, vous savez, c'est pas magnétisable. Donc pour mettre les pièces, pour les tenir avant de les souder, bah, c'est très compliqué. Il faut vraiment faire des montages totalement ghetto quand on n'a pas les outils pour et quand on n'a pas le gabarit. Donc voilà, j'ai perdu beaucoup de temps à mettre les pièces en position pour les souder, pour qu'elles restent droites, etc. Et ensuite, j'ai percé des trous. Donc pour mettre les vis ici, vous voyez, je me suis raté sur le trou, je l'ai mis à côté parce qu'en fait, j'ai fait fondre la structure interne du support. Donc bref, j'ai fait de la merde. Ça arrive à tout le monde. Ah fuck. Et autre précision, vous voyez tous ces petits supports, non seulement ils sont épais, mais en plus ils sont soudés à la fois au-dessus et en dessous, parce que quand les vis elles vont serrer, bah, ça va tirer dessus, et si je soudais que au-dessus, et bah, ce serait plus facile, mais beaucoup moins résistant, surtout que la plupart de la solidité doit être ici, parce que c'est ici que cette partie va être accueillie, donc tout le poids de la roue avant, etc. aura tendance à plier le châssis de cette façon, donc il faut contrer ces efforts mécaniques. Et pour ça, j'ai mis beaucoup de vis là, un petit peu moins là. J'ai fait également des petits supports avec des trous là et là, bien évidemment filetés, pour que tout simplement les vis se retrouvent en cisaillement direct, donc pour qu'elles soient plus solides, parce que là, elles vont juste être en arrachement. Vous savez, avec le filetage, il va avoir tendance à s'arracher. Donc ces 4 vis là qui vont être en cisaillement direct, et bien c'est tout simplement pour que le châssis, on soit sûr qu'il ne s'arrache pas au moindre choc. Et donc voilà. Lorsqu'on utilise de l'aluminium, faut réfléchir bien plus parce que bah, vous savez, son module Young est largement inférieur à celui de l'acier. Et l'orifice que vous voyez ici va accueillir les suspensions. Et vous voyez, j'ai calé à chaque endroit, j'ai calé un petit insert en acier. Donc cette partie extérieure, c'est de l'alu. Et à l'intérieur, j'ai un insert en guise de palier un petit peu en acier. Parce qu'il y a beaucoup de force qui va s'exercer ici. Et dans le but de ne pas rendre le trou ovale, l'écraser, etc. Et bien j'ai calé un anneau en acier pour bien répartir l'effort et limiter l'usure. La bonne vaseline de Staline là. Et pour faire plus propre, j'ai fait passer ce fil là à l'intérieur du tube central qui se retrouve en dessous. Au moins mes soudures tiennent. Et puis là, l'histoire du ghetto, c'est que j'ai un alésoir, mais en fait, il est trop gros pour le diamètre du trou que j'avais. En fait, mes forêts, mon plus gros forêt, c'est du 13. Et ça, c'est fait pour prendre au-dessus du 16. Et du coup, bah, j'avais aucun moyen d'aléser ce putain de trou. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un forêt dans mon stock de forêt pété. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai même pas eu besoin de l'affûter, j'ai juste foutu dedans et j'alaise mon trou. Donc là encore, il y a des gens qui vont dire que je suis ghetto. Mais écoutez, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous voulez voir que du système D. Quand on n'a pas ce qu'il faut, et ben on se le fabrique. Et sachez que si vous manquez d'alésoir, et bien prenez un forêt cassé, usinez-le un petit peu et hop, vous vous transformez en alésoir. Et tout ça pour cette petite merde. Alors, présentation du matériel bis. Cette fois, on va s'intéresser uniquement à la partie électronique. Donc, vous voyez, j'ai fini le cadre. J'ai fait ma merveilleuse petite boîte en aluminium. Et maintenant, tout ce que vous voyez ici, il va falloir le caser à l'intérieur. Et ça va être compliqué parce que les tolérances sont très serrées. Enfin, j'ai laissé très peu d'espace. Va falloir compacter comme jamais. Mais bon, peu importe. Alors, présentation du matériel. On va commencer tout d'abord par du plastoc que j'ai imprimé en 3D. Donc, ça sera pour mettre en dessous de ce truc pour caser le BMS dedans parce qu'il dépasse. Donc, c'était pas prévu, mais j'étais obligé de le faire. Ici, comme je vous avais promis, les fameux spoilers.
Donc là on aura un servomoteur, j'en ai un deuxième. On aura un servomoteur de chaque côté qui va s'ouvrir et faire sortir les spoilers. Ici au milieu on va visser un petit Arduino Nano, je crois que ça s'appelle. Et il va falloir qu'on le code avec nos petites lunettes d'Intello. Et pièce très importante qui coûte aussi cher mais très important, c'est le VESC. Donc là on a l'alimentation et on a deux sorties, donc celui-là est bien plus compact que les deux VESC que j'avais précédemment et surtout il va tenir les 12S de ma batterie parce que les VESC d'avant apparemment le 12S il commençait à prendre feu. Mais alors ça par contre 150 balles. On va aussi utiliser une poignée d'accélérateur, donc de type vélo électrique. Alors il y a des gens qui disent que c'est vraiment pas safe parce que quand tu vas à haute vitesse, tu t'agrippes au truc et donc du coup tu as tendance à accélérer au lieu de ralentir. C'est vrai, c'est sûrement pas du tout safe, mais j'ai commandé ça il y a 1 an et j'ai envie de l'utiliser maintenant, surtout que la poignée est pimp et il y a même des petits bling bling et tout, c'est rigolo. On va aussi utiliser des néons, mais honnêtement je sais pas si ça va rentrer dans la boîte. Ici on a de la fibre de carbone, mais pareil je pense pas qu'on va l'utiliser malheureusement. Je voulais faire les spoilers en fibre de carbone pour que ce soit pimp, mais ma résine est périmée et du coup elle est toute molle et elle durcit jamais et donc du coup je peux pas utiliser ça. Et maintenant, vu que tu fais la maline, on va voir si t'es forte en calcul mental. T'es prête ou pas? Faut faire quoi? Faut calculer à chaque fois, tu ajoutes à chaque téton qui sort, tu rajoutes 4,2. 4,2. Et comme ça, on vérifie ensemble, comme quand on regardait Mickey quand on était petit. On dit les numéros, on les lit ensemble et on voit si la batterie est bonne. Vas-y. 4,2. C'était pas très compliqué. 8,4. Tu triches pas, tu regardes pas l'écran. Non, je regarde pas. 12,6. 16,8, 21, 25,2, 29,4. Ah, elle est forte. Attends, 42. Ouais. 46,4. Nani, j'ai un trou dans ma batterie là. 42, 46,2. Oui. 42,00. 46,2. Dernier. Et bah 50,4. C'est ça. Yeah boy, la batterie elle est bonne. Plus qu'à mettre le BMS. Et une dernière petite vérification pour éviter de brûler votre maison. Allez Michel, touche. Ok, et bien voilà. Oh, il est trop mignon. Pire idée d'interrupteur à ce niveau-là. Ma trottinette, tu peux la voler seulement en faisant ça. Voilà.
Là je m'occupe des raccords entre le contrôleur et les moteurs du scooter. Donc ces petits tubes, eh ben, ils vont véhiculer mine de rien entre 30 et 50 ampères. Donc c'est pas rien et c'est pour ça que je fais des raccords maison, parce que bah, j'ai oublié de les acheter et puis ça coûte cher. Donc j'ai pris des petits tubes en laiton. Donc j'ai pris un tube de diamètre fin et un tube de diamètre un peu plus grand et je l'ai fendu et écrasé à la pince délicatement pour que lorsque je rentre, merde je suis pas du bon côté, lorsque je rentre le petit tube dedans, et ben c'est ajusté mais c'est possible de le sortir. Voilà, je galère parce que j'ai pas de prise avec le bout des doigts, mais en gros vous le rentrez et vous pouvez le sortir. Donc le but c'est d'ajuster ça proprement et bah, je l'ai fait à la pince façon ghetto et ça va très bien marcher. Et maintenant je vais les souder sur le scooter. Ici on a le fil en sortie du moteur, donc on se retrouve avec les 3 fils de triphasé, donc comme tous les moteurs brushless. Et ensuite on a des petits fils, 5 fils qui viennent du capteur hall. Donc on a le noir qui est le moins, le rouge le plus, donc l'alimentation des capteurs, et ensuite les 3 sorties de signal, le fil bleu, jaune et vert. Donc le plus important c'est de souder en fait le rouge au rouge et le noir au noir, donc pour l'alimentation. Et ensuite les autres fils, eh bien vous les soudez n'importe comment, peu importe, le contrôleur va se débrouiller tout seul comme un grand. Ensuite, on va s'occuper de relier les 3 fils qui sortent de la poignée de l'accélérateur au VESC. Et pour ça, il va falloir se référer à la notice technique. Et en fait, ces 3 fils, c'est très simple. Il y a un fil plus, il y a un fil moins et il y a un fil de signal. Le fil de signal, c'est tout simplement la valeur lue d'un potentiomètre. Donc quand on accélère la poignée, eh bien, on modifie la valeur d'un potentiomètre. Donc c'est tout simplement un voltage, en fait, une résistance qui donnera un voltage différent. Et il faudra qu'on relie ce pin, donc le pin de signal, on va le relier à ADC1 ou ADC2, ADC3, je pense que ça marche aussi, mais je suis pas sûr. En tout cas, moi, je vais relier à ADC1. Et donc voilà nos 3 fils qui sortent de la poignée d'accélérateur, le plus, le moins et le signal, et donc on va les relier ensemble dans le bon ordre. On a ensuite 3 autres fils ainsi qu'un fil jaune qui honnêtement je ne sais pas à quoi il sert, mais ces 3 fils là ils correspondent tout simplement à l'interrupteur qu'il y a sur la poignée, et cela on va s'en servir pour faire le PIM mode. Il faut bien faire le bruit caractéristique du pff, un peu comme dans Titanic, tu vois. Alors là par contre je me suis rendu compte au montage que j'ai complètement zappé la partie Arduino avec les spoilers, et donc je vais vous faire une petite parenthèse là maintenant pour vous dire que donc la carte que j'ai utilisée c'est une Arduino Nano, donc c'est une petite carte, une copie chinoise à 2,50 €, 3 €, frais de port gratuit, vraiment je vous mets le lien dans la description. Par contre notez bien, il se pourrait que vous ayez des problèmes de compatibilité avec votre PC. J'ai eu des gros problèmes de connexion entre la carte et mon PC, parce que ça me disait non seulement que les pilotes n'étaient pas disponibles, mais quand je téléchargeais des pilotes officiels d'Arduino pour les installer pour que ça se détecte, ça ne marchait pas. Bref, il n'y a rien qui marchait pour rendre le truc connectable au PC, et pourtant j'ai réussi. Donc j'ai branché, débranché, branché, débranché, et finalement même si le PC me disait que le périphérique est indétectable, le port COM4 apparaissait sur mon PC, donc j'ai réussi à connecter entre guillemets quand même l'Arduino au PC, et j'ai transvasé mon programme en sélectionnant Old Bootloader dans ma fenêtre Arduino. Donc je prends pas le premier, je prends le deuxième avec Old Bootloader, et miraculeusement ça marche. Donc voilà, j'ai eu quelques galères le temps de trouver les magouilles, mais au final pour 2 € plutôt que payer 20 € une carte officielle plus je sais pas combien de frais de port, prenez un petit truc comme ça que je vous mets dans la description, et puis au pire si ça marche pas, bah tant pis, vous avez perdu 2 € quoi, plutôt que payer 20, c'est bon, laisse tomber. Et sinon je vous ai pas explicité non plus mon programme, donc je vais vous le montrer là à l'écran. Donc c'est très simple, vous déclarez 2 servomoteurs que vous branchez sur 2 pins, genre des 9, des 10. Vous mettez votre interrupteur directement sur un pin entre le ground et un pin. Comme ça, lorsque vous activez l'interrupteur, vous mettez l'état à 0 en fait. Vous mettez le pin à 0 parce que sinon faut se faire chier, il faut mettre des résistances, etc. Et enfin, en ce qui concerne les spoilers et toutes les pièces en plastique que j'ai utilisées dans cette vidéo, bah, je les ai tout simplement modélisées sur SolidWorks, et puis je les ai transformées en STL, mis
sur Cura et hop, balancé dans l'imprimante 3D. Je les ai imprimés et voilà, rien de très compliqué. Si jamais vous savez pas modéliser ou vous n'avez pas de, je sais pas, de Cura ou j'en sais rien, si jamais vous les voulez, vous m'envoyez un message privé sur Instagram et je vous les enverrai par email, promis, je vous enverrai tout. Autre petite update, c'est que vous voyez ici, ce module a totalement cramé. Si j'agis sur l'interrupteur derrière, et ben il se passe rien. Tant pis, en attendant que je reçoive le nouveau, en espérant que je le reçoive avant de me barrer et que je puisse finir la vidéo, et ben je vais paramétrer le VESC, donc le contrôleur, en utilisant le logiciel officiel sur le site de Benjamin Veder. Vous tapez Benjamin Veder VESC Software, vous trouverez. Et ben on va paramétrer tous les trucs qui correspondent. Je l'ai déjà fait dans ma vidéo skateboard électrique et dans le Ghetto Rider version 1. Donc là je vais vous montrer très sommairement. Je l'ai déjà mis à jour, donc là normalement c'est bon, c'est vert, connected, machin, tout va bien. Et on va paramétrer donc les moteurs et l'entrée, c'est-à-dire l'accélérateur, la poignée. Mais en faisant ça, j'ai découvert une autre petite couille, enfin petite couille, c'est plutôt une couille de mammouth, hein, c'est une énorme couille. Quand j'ai touché à la fois le bâti de mon PC et la trottinette, et ben j'ai pris le jus. Et quand on regarde au voltmètre, on se rend compte qu'entre mon PC et la trottinette, nous avons 50 volts. Voilà. Alors ce qu'il faut faire tout d'abord, c'est le firmware. Donc vous allez dans firmware, vous cliquez sur 6.0 VESC Defobin et vous faites Apply to All. Donc ça va télécharger en gros le nouveau firmware récent sur votre contrôleur. Ça je l'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire, mais en gros il faudra upload ça ici et puis attendre 10 secondes, débrancher l'USB, débrancher la connexion et rebrancher. Attendez bien 10 secondes, sinon vous niquez votre microcontrôleur. Ensuite, vu que ça je l'ai déjà fait, et ben vous reconnectez, vous faites dans Welcome and Wizard, vous faites Auto-Connect, ça va auto-connecter le truc, le firmware va être bon, tout ça va vous afficher en vert. Et maintenant, vous cliquez sur Setup Motor FOC. Alors première étape, on va choisir donc le moteur qui correspond le mieux à notre moteur qu'on utilise. Donc si vous utilisez des skates électriques, vous utilisez Medium Outrunner, mais si vous utilisez une grosse trotte comme la mienne, avec deux gros moteurs, vous prenez Large Outrunner. Ensuite vous faites Next, vous faites Yes, parce que oui, il te dit que tu vas détruire le truc si tu mets un truc trop gros. Donc Battery Cells, ici vous mettrez le nombre de cellules que vous avez dans votre batterie. Ça va servir à couper lorsque donc en fait en plus du BMS, vous avez une deuxième sécurité à l'intérieur du VESC qui va couper l'alimentation lorsque votre tension de la batterie va descendre sous un certain seuil. Donc là j'ai 12 batteries en série et j'ai combien d'ampères-heure? J'ai 3 ampères-heure x 4, ça fait 12 ampères-heure, donc tout à fait, c'est pas énorme, mais bon, on va faire avec. L'essentiel c'est que ça ait de la patate. C'est un truc de drag race, c'est pas un truc d'endurance. Ensuite vous prenez direct drive parce que vous n'avez pas de poulie, ni de courroie, ni de système, c'est un direct drive, donc il n'y a pas de réducteur. Vous mettez ici le diamètre de la roue, donc moi c'est 18 cm en diamètre, et après vous faites Run Detection. Là vous faites OK, et ce qui va se passer, c'est que ça va faire tourner les moteurs avec des bruits chelous. Ouais, vous voyez, ils se mettent légèrement à tourner. Voilà. Ensuite, ils vont démarrer. Là, on remarque déjà qu'ils tournent dans le sens inverse. Ça, c'est chiant. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est que ça détecte les capteurs Hall, tout ça, pour les synchroniser, pour enlever tous les déphasages qu'il peut y avoir entre les bobines et tout ça. Donc, c'est une étape très importante. Regardez, il y a mon petit aileron, il fait n'importe quoi. Ça fait qu'il y a des parasites qui passent, ça c'est un peu emmerdant. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va appliquer toutes les modifications qu'ils ont détectées. Ensuite ici, vous avez Local VESC, donc celui que je suis branché en USB. Et le VESC CAN, parce qu'en fait dans ce microcontrôleur il y a deux VESC dans un seul qui sont reliés par un bus qui s'appelle le CAN, donc c'est tout simplement une connexion entre eux qui leur permet de communiquer. Et donc maintenant on va regarder les deux VESC, on va faire rev, ça veut dire faire tourner, donc là on fait tourner, on voit qu'il tourne dans le bon sens, et le deuxième on va faire rev et on va voir qu'il tourne dans le mauvais sens. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'inverser celui-là aussi, vous refaites rev et ils tournent tous les deux dans le bon sens, donc ça c'est parfait. Vous faites ensuite finish et le input, alors je sais pas si je l'ai pas déjà fait l'autre jour, on va voir, on va l'essayer. Donc je vais accélérer, on va voir si ça tourne. Ouais.
Il m'a l'air pas bien calibré du tout, donc on va se refaire un petit coup, comme ça me permettra de vous remontrer la démarche. Vous faites Setup, Input, Next. Là, ça va scanner le can, tout ça. Alors, cette étape... Merde. Ah putain, ça c'est con. Ça c'est une erreur, ça c'est un bug en fait, c'est un bug du truc. Même si normalement... Je viens de faire la mise à jour, je l'ai 200 à jour, la première étape a été passée, là ça me dit que tous les vestes doivent avoir le dernier firmware pour faire cette étape, alors que c'est déjà le cas. Là vous faites disvesc, vous faites next, là vous prenez ADC input parce qu'on va utiliser une poignée, si vous utilisez une télécommande vous allez prendre ppm input, mais là poignée égale ADC qu'on a branché sur les ports ADC1. On va faire next. Vous allez faire channel, ici vous enlevez off et vous mettez duty cycle, sauf si vous avez des freins. Vous pouvez aussi mettre un bouton, un interrupteur de frein ou une poignée de frein que vous mettez sur les ADC2 et 3. En fait il y a énormément de possibilités, c'est à vous de gérer et de touiller comme vous voulez. Là j'ai rien pour faire le freinage, donc je ne vais pas utiliser de frein, je fais juste un duty cycle. Et maintenant vous allez tout simplement accélérer à fond. Et revenir là, et comme ça va détecter le voltage maximum du potentiomètre et le voltage minimum. Vous faites apply, ça va appliquer les correcteurs. Faites next. Là tout ça, ouais, on peut augmenter le positive ramping time. Là je vais mettre 10 secondes, comme ça va taper direct. Traction de contrôle, on fait traction contrôle, je pense que c'est pour la différence entre les deux moteurs. Je sais pas trop comment on utilise, je connais pas trop ça. Vous faites next, vous faites finish. Et maintenant vous allez dans général, dans current. Ça vous pouvez toucher pour éventuellement mettre les courants maximaux. Donc je vais faire ça après, c'est à vous de le faire. Ici on va faire le cut-off start, on va le mettre avant, on va le mettre à 41. Et le cut-off end, on va le mettre à 40 parce que je veux pas prendre des risques avec des nouvelles batteries. En gros ça c'est les tensions où le VESC va couper l'alimentation, donc je vais mettre ça comme ça et puis je pourrais paramétrer ça plus tard de toute façon. Normalement il me semble que la règle c'est le minimum pour une batterie, pour un élément lithium-ion c'est 3,4 volts, donc vous faites 3,4 multiplié par 12 et puis vous mettez la limite inférieure à cut-off end à ça. Là vas-y, tu sais quoi, je vais mettre 39, la flemme de faire des calculs de tête. On va faire ça comme ça et maintenant on teste parce que tout à l'heure j'avais un souci et je veux tester s'il y a toujours le souci ou pas. Voilà. Ah ça tape. Ok, il y a le souci, il y a le putain de souci. Vous voyez, le moteur il accélère direct à fond et ensuite il coupe. Voilà, ça coupe. Encore un souci. Bon alors, me revoilà bien vite, j'ai normalement corrigé tous les soucis de connexion qu'il y avait entre les VESC et les moteurs, qui les faisaient soit tourner dans le sens opposé alors qu'ils tournent dans le bon sens, ça n'a aucun sens ce que je dis mais vous m'avez compris sûrement, qui me disait que le firmware était outdated, qui me disait que les capteurs Hall n'était pas reconnu par le VESC, bref tous les problèmes de merde qui m'ont bien fait chier. Et si vous vous rappelez, j'ai également cramé la petite carte d'alimentation qu'il y a ici. Bon, en tout cas je l'ai allumée un jour et elle a cramé direct, donc j'en ai profité pour en commander une nouvelle. Celle-là elle vaut 30 balles, je vous la mets dans la description. De toute façon l'ancienne elle est même plus en vente. J'en ai pris une autre qui est cette fois plus compacte, et pour tous les rageux qui disent que la livraison Banggood est trop lente, celle-là, cette carte là, vous savez ce projet je l'ai fait en à peu près une semaine hein. Et cette carte je l'ai commandée il y a quelques jours, elle est arrivée en 3 jours chez moi, donc on déchire son hymen et on est parti. Cette fois on l'installe et normalement on sort dehors et on ride sa mère. On a en plus un magnifique interrupteur bien plus pimp que celui que j'avais avant.
Voilà, c'était sûr, j'ai foutu du schrap dans toutes les lecs. Et après j'ose pleurnicher en disant j'ai des cartes qui ont cramé, j'ai du 50 volts sur le bâti de mon PC, je comprends pas, mais frère, je suis un gros connard, faut que j'assume à un moment. Sachez-le, la romanitude c'est plus forte que la plus puissante des volontés. Vraiment, ça te ronge, tu vois, je vous le souhaite jamais d'être roumain. Oui, j'enlève le schrap au scotch, y a un problème? Petite épilation de schrap, ish. Propre. Ah ouais, là ça y est les gars, Frankenstein prend vie. D'ailleurs, je voulais vous présenter un nouvel outil dans l'atelier. C'est en fait un truc que j'appelle un branle-vis et vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, c'est un vieux tournevis à Staline, comme vous voyez. C'est vraiment un truc un peu antique que j'ai trouvé à la déchetterie. En bon roumain, je l'ai récupéré et je vais vous montrer le principe. C'est en fait un tournevis à cliquet, tu vois. Tu fais comme ça et clic, 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 ça tourne. Mais par contre, quand tu es en mode ici en haut, ça devient un branle-vis. En fait, le principe, c'est que tu le prends par la petite molette à roulement ici et tu le frappes. Et ça tourne, c'est magique, le système c'est absolument du génie, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas je m'en sers absolument pas ce mode là parce qu'il est totalement pourri, vraiment. Le concept je trouve ça génial, mais franchement t'as aucune force de serrage. Un grand moteur implique des grandes responsabilités. Qui dit rider à 70 km/h en trottinette électrique dit déjà la mort, mais bon, si tu meurs à Econeur, ça compte pas. Bon alors, petit bilan du regret, cette vidéo n'était pas censée se terminer comme ça, je voulais attendre la journée pour filmer des plans, vous savez, avec la GoPro, que je la mets sur le torse et je fais un petit tour en ville. C'est pas grave, je vous ferai ça cet été quand je reviens de mon stage, parce que là, pour l'instant, j'ai un petit peu mal, tu vois. Sur le moment, tu deuilles pas parce que t'as l'adrénaline qui tape et tu sens rien, mais c'est le lendemain que tu commences à douiller ta race. Mais bon, peu importe, l'essentiel c'est que je me suis rien pété, je suis pas votre daronne, je vais pas vous faire la morale en disant oui, faites pas comme moi, je sais très bien et vous savez très bien, aussi bien que moi même, que on est tous des gamins irresponsables et qu'on se sent jamais aussi vivant que quand on fait le con et qu'on fait des trucs que les gens nous disent de pas faire. C'est la triste vérité, mais bon, ce qui me fait le plus chier quand même, c'est que j'ai jamais pété un projet aussi bien, aussi rapidement, tu vois. Je finis le truc, je suis tout content, le soir je le teste et je l'éclate. Le truc, c'est que la structure externe, l'électronique, elle a absolument rien, sauf le BMS que j'ai cramé. En fait, il a cramé quand je me suis pris le choc, quoi, tout simplement. Il a dû taper, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, la carte a dû faire de la merde. Et en tout cas, mon BMS, il marche plus, il envoie plus de jus, mais tout le reste n'a rien, normalement. Enfin, j'ai checké, ça s'allume encore, c'est juste que mon BMS, en court-circuitant à travers le BMS, quoi, ça marche. Mais avec le BMS, ça marche plus. Enfin, bref, pour résumer quand même, voyons le côté positif. Cette trottinette, elle est géniale, genre, elle guidonne beaucoup moins que celle d'avant, elle est super en ligne droite
elle tape mais comme jamais avec seulement, je le rappelle, 20 ampères par moteur. Elle tape comme jamais. Là où je me suis boité, j'étais à 50% de l'accélérateur. Genre rien que le début il t'éjecte et il y a la roue avant qui patine, tu vois, parce que ça lève un petit peu et t'entends la roue avant qui tourne en même temps que celle de l'arrière, mais vu qu'elle a moins de contact avec le sol, elle patine à l'accélération. J'ai tout simplement sous-estimé la distance de freinage. Mon frein est largement moins puissant que le frein que j'avais sur l'autre. En fait, j'ai mis un frein à disque que j'écrase avec le pied, tout est bien solide, je l'ai bien écrasé, mais quand tu passes devant la cam à genre 55 km/h, voire peut-être même 60, je sais même pas, mais en tout cas le frein il n'a pas assez serré et je n'ai pas de frein électronique en fait. Ma trottinette d'avant, je lui avais programmé un frein électronique magnétique en fait, tout simplement. Là j'ai pas pu le mettre parce que mon accélérateur il a pas de position milieu. Pour vous faire un petit schéma rapide, en fait l'histoire c'est que si vous refaites ce projet, prenez pas d'accélérateur comme ça de type vélo électrique. Vous le saviez et je le savais depuis le début que c'était une mauvaise idée. Bon, c'est pas forcément une mauvaise idée parce que je m'agrippe au truc machin, parce que tu vois j'ai contré le truc dans ma tête et donc j'ai fait exprès de pas m'agripper au guidon et de le tourner dans l'autre sens lorsque je me suis cassé la gueule. Mais le truc c'est que il n'a pas de position milieu. Vous savez, j'ai une position comme ça. En fait là j'imite, enfin je dessine la rotation. T'as ça, là t'as off. Genre c'est nul, position neutre, et là c'est max en fait. Donc là tu as le max de l'accélération. Alors que si tu avais une position milieu, tu aurais un truc comme ça, et qu'une position milieu, ton accélérateur de base il se situe ici. Quand tu es là, tu freines au maximum, et quand tu es là, tu accélères au maximum. Et ça, ce type de configuration, il m'aurait permis, et il vous permettra de mettre en fait un frein sur cette partie, tu accélères, et sur cette partie, tu freines. Tout simplement, en programmant ça, vous mettez duty cycle handbrake dans la configuration du VESC, ou alors vous pouvez prendre sur l'un des guidons, enfin sur la droite par exemple, vous mettez un accélérateur au pouce, et sur la gauche vous mettez un accélérateur mais que vous utilisez en tant que frein, et plus vous allez à fond, plus vous freinez, et comme ça vous le branchez sur ADC2, vous mettez l'accélérateur sur le pin ADC1 et vous faites un accélérateur et un frein, et ça ce serait super. En plus d'un freinage qui serait mécanique, ce serait optimal. Alors que là j'ai mis juste un truc mécanique, je l'ai largement sous-estimé, tu vois, j'ai essayé un petit run comme ça, j'ai freiné, je me suis dit oh, ça freine, tu vois, et quand tu passes à 60 km/h et tu freines comme un connard, là tu te rends compte qu'en fait la distance de freinage, et pour finir, un petit dernier mot, c'est que je suis extrêmement fier de ce projet. Je l'ai fait en 1 semaine et demie, c'est un temps record pour un truc aussi monstrueux. Après c'est vrai que il y a certaines pièces que j'ai pris sur ma pimpounette d'avant, etc, ça m'a un peu aidé, tu vois, mais ça reste un projet où je me suis arraché, je me suis donné à fond, et ça se voit parce que la structure est vraiment, je la trouve, bon après je peux pas être objectif, tu vois, dites-moi ce que vous en pensez, mais la structure je la trouve très belle, je trouve tout ça très réussi. Les soudures TIG, forcément au début je soude une fois par an, forcément je peux pas faire des trucs merveilleux comparé à des soudeurs qui font ça tous les jours, mais bon, plus ça allait, plus je prenais la main, je galère à fider, tu vois, à chaque fois je me crame les doigts parce que je sais pas fider comme les soudeurs en poussant avec le pouce, je sais pas comment, comme ça là, j'arrive pas à le faire, et flemme de m'entraîner parce que déjà j'ai claqué des tonnes d'argon. Mais enfin bref, n'hésitez pas à vous inspirer à fond de ce projet, n'hésitez pas à apprendre de mes erreurs, comme je vous ai dit par exemple pour l'histoire de l'accélérateur, pour des petits trucs comme ça, où vous voyez que c'est de la merde, changez-le, faites-le à votre sauce, mes vidéos sont là pour ça, pour vous montrer l'expérience qu'a un connard, et que je vous montre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Sinon les freins, enfin les suspensions avant, elles sont un petit peu rigides, j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus molles, et les suspensions arrière sont un peu rigides aussi, donc j'ai pris des ressorts un peu trop rigides. Prenez des moins rigides si vous voulez, prenez les mêmes que moi si vous voulez, ça passe, honnêtement ça passe, ça fait le taf. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Ah oui, mes lamelles, les fameuses lamelles que j'ai utilisées pour mettre mes éléments de batterie en série et en parallèle. J'ai pris, je crois, du 0,3 ou du 0,5, je sais même plus, en épaisseur en millimètres. Et ces lamelles en nickel ne suffisent pas parce qu'elles chauffent. Il s'avère qu'elles chauffent à certains points et ça fait craquer la gaine thermo et ça désisole un peu mon truc.
c'est chiant et c'est nul, donc je vais devoir modifier ça. Pourtant j'ai mis parfois des doubles épaisseurs et tout ça pour renforcer encore plus le truc, mais ça ne suffit pas. Mes batteries crachent toujours trop et mes lamelles sont trop fines. Donc si vous faites ce projet, prenez des lamelles plus épaisses que je n'ai pris moi. J'ai mis mes lamelles dans la description, pardon. Mais si vous utilisez encore plus d'ampères, mettez des lamelles plus grosses parce que ça ne suffit pas. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!